Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices. Bonjour Arnaud, comment vas-tu? Ça fait tellement plaisir de te voir. De même. Ouais. Tellement fière de toi d'avoir pu réaliser et mettre en place un de tes rêves qui était de créer ce documentaire. Merci, ouais. Pour relier le ciel et la terre, un documentaire ouais. qui est puissant, où j'ai ressenti énormément d'émotions. On se connaît très bien, hein, on a fait un bout de parcours ensemble, on a coécrit un livre ensemble. Ouais, le défi des 100 Tu as écrit Le défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Tu es l'auteur de best-seller d'ailleurs, de Réveiller le chaman qui est en vous, de l'oracle du peuple animal, végétal. Enfin, Il y en a eu 16, ouais. Tu as fait de nombreuses choses et là tu te retrouves producteur, réalisateur, narrateur. Aussi. Un film qui est très différent, un documentaire qui est très différent de ce qui s'est fait, mais qui arrive parfaitement à l'heure. Hein. Il a mis du temps. Hein, Ouais, il a mis du temps. C'est vraiment le... Tu sais, quand j'ai écrit mon premier livre, je me disais, j'ai vraiment envie d'écrire un livre. Après, j'en ai écrit 15, ça a roulé. Et là, c'est vraiment l'œuvre que j'avais envie de faire. C'est le film que j'avais envie de faire dans ma vie. Je me suis dit, ça, c'est vraiment important que dans cette vie, je réalise ce film pour tisser les liens entre tout ce que j'ai exploré et tout ce qui m'anime au quotidien. Qu'est-ce qui est important pour toi, le message profond à faire véhiculer et à faire passer à tous les gens en ce moment? On vit une période qui est très particulière, qui est très sensible, pour lesquelles on est chacun déstabilisé. Quand on a le nez dans le guidon, on se dit cette période n'a aucun sens et on a besoin de prendre beaucoup de hauteur pour se dire si on vit dans une période de transformation et si on est très connecté, ça reste une période très très inconfortable, mais il y a un passage nécessaire. Et dans ce passage nécessaire, c'est qu'est-ce qu'on a fait les 40 dernières années par rapport à la Terre, comment on peut reprendre notre responsabilité de gardien de la Terre, comment on peut reprendre toute la souveraineté de notre humanité entre la Terre et le ciel, c'est-à-dire qu'on est des êtres incarnés, on est connectés et on a besoin d'être ces intermédiaires entre le monde des esprits, le monde des humains, on est vraiment dans ce rôle-là, on a une responsabilité très importante et en ce moment, 2020, 2030, c'est une décennie qui est fondamentale au niveau de l'histoire de l'humanité, qui est vraiment une histoire de transition. Toi qui es au contact des chamans, comme ça, ils ont ces visions, ou tu as eu ces visions? Ce qui est très étonnant, c'est que justement de ces transitions et combien de temps ça va durer? Ce qui est très étonnant, c'est que ce soit dans la tradition mongole, que ce soit dans la tradition celte, que ce soit moi avec les propres oracles qui sont des oracles celtes, à chaque fois on tombe sur la même période qui en gros est entre 2030 et 2050, qui est vraiment la transformation, avec des pics, notamment 2026, c'est un pic qui est très très important. 2030, ça correspond au moment où l'intelligence artificielle, on peut dire comme ça, peut prendre le dessus sur l'intelligence humaine. Donc c'est pas rien au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que c'est le moment où il y a une intelligence qui, si on continue comme ça, qui peut être plus forte que l'intelligence humaine. Donc on a presque l'impression que ça va arriver avant. On y est complètement en ce moment, et c'est pour ça qu'on a une responsabilité, nous, pour se stabiliser et pour accompagner ça dans la bonne direction, parce qu'on est à un carrefour fondamental de l'histoire de l'humanité. Ouais. Ton documentaire s'appelle Et tu gagnes, il est dans toutes les salles. D'ailleurs, si vous avez envie de le regarder, vous pouvez le retrouver sur le site pour voir les différentes dates. Mais dis-nous, quelle est... parce que là, tu parles de... Donc, Et tu gagnes, qui est cette déesse du temps, hein, de la Terre. Et tu nous fais voyager en Mongolie, en Amazonie, dans différents pays comme ça, la rencontre de différents enseignants, chamans, qui transmettent cette sagesse. Non, mais c'est un sacré voyage, et en même temps ça nous fait revenir à nous aussi, ça nous fait nous poser des questions quand même par rapport à là où on en est, sur cette relation à la terre, sur cette relation au ciel, On a besoin de retrouver notre véritable relation, la relation qu'on a besoin d'avoir avec la nature, parce qu'on a perdu le contact avec la nature, on a perdu le contact avec les esprits, on a cloisonné complètement aujourd'hui, c'est-à-dire que si on s'intéresse aux esprits, on fait de la spiritualité, si on s'intéresse on est dans la matière, et tout est séparé. Donc on a perdu une espèce d'unité de l'humanité qu'on a vraiment besoin de retrouver. Et ce qui est très étonnant dans ce film, parce que c'est parti, il s'est fait, le film m'a... C'était pas prévu que ça. Non, ça m'a complètement dépassé, il m'a complètement embarqué. Moi j'étais parti pour aller en Mongolie, je venais d'être reconnu chaman par les Mongols, et puis un peu avant de partir, 3 semaines avant le départ, je parle à une amie, Pascal Dern, qui est réalisatrice, et elle me dit, j'espère que tu emmènes une caméra.
Et à ce moment-là, je dis oui, je vais prendre une caméra. Et je comprends à ce moment-là ce qu'elle me dit, que c'est important d'emmener pas une caméra, mais une équipe de cinéma. Et 2 jours après, je rencontrais Maud Beignière, qui avait, elle, qui avait projet de réaliser un film sur le chamanisme. Donc on s'est tout de suite entendu. En 3 jours, on a rassemblé l'équipe et on est parti au départ, initialement, pour tourner uniquement cet événement en Mongolie. Et puis de fil en aiguille, on est rentré de Mongolie, on s'est dit, ouais, mais on ne peut pas en rester là, il y a d'autres chamanismes ailleurs dans le monde. Donc on s'est intéressé avec les chamans d'Amazonie, du Japon, de Nouvelle-Zélande, d'Arizona, et puis de fil en aiguille, des philosophes, des médecins, des scientifiques, parce que je voulais surtout pas... Moi, tu sais, je suis tellement mal dans les cases. Et je ne voulais pas qu'on dise c'est un film ésotérique, c'est un film spirituel. Non, c'est un film sur l'humanité, sur notre humanité. Et tout le temps dans le film, je me disais, quand on a commencé à tourner, même si on évoque des sujets hyper importants, je me disais, il y a peut-être un gamin de 10 ans qui sera dans la salle, il faut que ça lui plaise. Donc il faut que ça soit grand public, donc il faut que ça touche les cœurs. Et pour moi, on a besoin aujourd'hui dans la transformation, on a besoin de physiciens, de la physique quantique pour comprendre plein de choses, mais on a besoin d'être touché dans notre cœur, on a besoin de voir à quel point l'humanité peut être belle, on a besoin de voir à quel point le monde, la planète Terre est un paradis dans l'univers, et donc on a comme un éveil, on a besoin d'avoir cet éveil de conscience pour reprendre notre souveraineté sur la Terre. C'est touchant d'ailleurs de voir cet enfant chaman mongol avec ses petits grelots ouais. Et de parler, il a quel âge Très comment puissant. Il a 12 ans, c'est le fils d'Ayengat, et en fait quand grand-mère Ayengat, qui est cette chamane mongole qui a reconnu mes ancêtres et donc qui m'a introduit officiellement en tant que chamane, elle m'a demandé tout de suite, elle m'a dit avec quel chaman tu as envie d'apprendre et d'incorporer au départ. Et donc il y avait 7-8 chamans qui étaient là. Et quand tu dis incorporer, c'est-à-dire inviter mes ancêtres, qu'on appelle les ongodes, à venir en moi. Donc moi je disparais, je revêt l'armure, c'est vraiment le chamanisme mongol, on revêt l'armure traditionnelle, qui est le costume que portaient nos ancêtres au XIIIe, au XIIe siècle, et puis on disparaît pour permettre à nos ancêtres de venir nous enseigner sur l'écologie, sur les lois de l'univers, sur la vie, sur la mort, sur la santé, sur le monde invisible. Et donc, c'est comme ça que moi j'ai appris à incorporer. Donc, mon ancêtre est un ancêtre du XIIe siècle, donc qui m'incorpore pendant tout le temps de la cérémonie et me donne les informations dont j'ai besoin. Et quand j'ai eu besoin, parce que ça s'apprend, c'est quelque chose, il y a vraiment, c'est comme un chemin, c'est quelque chose qui s'apprend. Et quand elle m'a demandé avec quel chaman tu as envie d'apprendre, j'ai vu ce très jeune chaman, il a 12 ans, il venait d'être, lui il a été reconnu il y a 2 ans, ça faisait 2 ans au moment du film, et il avait une espèce de pureté et de clarté et d'humilité et d'évidence, et je dis je vais apprendre avec Guéguené. Et donc on est parti avec Guéguené, et il y avait une simplicité dans son enseignement, et lui reçoit ses ancêtres, et ça m'a bouleversé dans le film, j'en avais les larmes aux yeux, ça m'émeut dès que je me connecte là-dessus, parce que le film finit, on a coupé un peu, mais ce qu'il nous dit, c'est que lui, quand il a appris par exemple qu'il y a des enfants aujourd'hui qui en Chine sont raptés pour qu'il y ait des captures d'organes, des choses comme ça, que pour lui c'est impensable, et que donc il décide de s'engager en tant que chaman pour être un gardien de la terre. Et du haut de ses 12 ans, il nous regarde en face dans la caméra en nous disant c'est pas le moment de lâcher, quoi. Moi quand je dis ça, ça m'émeut tout de suite, parce qu'un enfant de 12 ans nous dise c'est pas le moment de se décourager. On peut des fois dans la montagne être fatigué, on peut avoir besoin de soutien, mais c'est pas le moment de lâcher, c'est pas le moment de se décourager, il faut demander de l'aide, il faut être solidaire, il faut se faire confiance, et donc oui, c'est un chaman, ça fait partie de ceux qui m'ont le plus marqué. Ouais. Raconte-nous un peu l'histoire des chamans mongols, parce que ce qui est dingue quand même, c'est qu'ils peuvent être garagistes, enseignants, et là il se passe quelque chose dans leur vie, et là d'un seul coup, quelqu'un leur dit mais tu es chaman, c'est à toi. Ça c'est un événement qui vient te montrer que tu as autre chose à faire sur ton chemin, sinon tu vas perdre les tiens, sinon tu vas perdre ta propre santé, sinon... Ça n'a rien à voir, en fait. Ça n'a rien à voir avec la façon... En France, tout le monde veut être chaman. En Mongolie, celui qui est chaman,
chaman, c'est celui qui a la peste, quoi. Ils veulent tout sauf ça. Et grand-mère Ayengat, donc souvent c'est un accident, c'est quelque chose de fort. Grand-mère Ayengat, ce qui lui est arrivé, c'est que sa fille est tombée malade. Et elle n'était pas du tout chamane, ça ne l'intéressait pas. Elle avait 40 ans à peu près. Ah ouais. Elle n'était pas du tout intéressée par ça. C'était une femme, elle faisait des boutiques, elle faisait les affaires, pas du tout par ça. Sa fille est tombée malade, elle est allée voir le médecin. Son mari était médecin, n'a pas pu la soigner. Elle est allée voir le chaman et le chaman lui a appelé ses oracles et lui a dit clairement, tu as besoin, toi tu es chaman, tu as besoin d'incorporer. Si tu ne le fais pas, à ce moment-là, ta fille tombera plus gravement malade. Elle a dit non, moi je ne veux pas ça, etc. Et donc sa fille est tombée beaucoup plus gravement malade. Elle est retournée voir le chaman qui lui a dit, il faut maintenant vraiment, dans les 21 jours qui viennent, que tu incorpores. Et elle a encore refusé, elle a dit, moi je vous donne mes biens, faites les cérémonies, mais moi je ne suis pas spirituelle, c'est pas mon truc. Sa fille est décédée. Et donc ça a été un choc, et un an après, son fils a commencé lui aussi à tomber malade. Elle est retournée voir le chaman qui lui a dit, si jamais tu n'incorpores pas toi, à ce moment-là, tu vas perdre ton fils aussi. Et là, elle s'est décidée à apprendre le chamanisme. Donc ça veut dire qu'on reçoit ce qu'on appelle nos ongodes, nos ancêtres, et donc il y a une connexion avec des ancêtres qu'on a pu avoir, qui sont dans le grand ciel bleu, qui ont dans leur vivant fait un travail suffisant pour rester dans ce grand ciel bleu des esprits, et qui attendent qu'un descendant soit approprié, soit disponible aussi, se mettre à disposition. Et des fois, ils peuvent attendre très très longtemps. Donc elle a attendu, et donc quand elle a commencé à recevoir ses ongodes, ses esprits lui ont dit, tu vas partir en Chine, tu vas aller te former en Chine. Elle est partie en Chine sans savoir parler un bout de chinois, elle a été initiée. Et c'est elle qui m'a reconnu dans mon parcours, en me racontant toute mon histoire, alors que c'était la première fois que je la voyais, qu'elle ne savait rien de moi, il n'était même pas prévu que je la voie, mais elle a eu un rêve 3 fois de suite où ses ancêtres lui ont dit, il y a un Français qui va venir, il faut que tu le reconnaisses chaman. Et elle a dit, non, les chamans, c'est les Mongols, pas question. Et puis les ancêtres ont insisté en disant, c'est ça, ouais, et en disant, il faut que tu le reconnaisses, etc. Et donc elle a dit, d'accord, s'il reste 3 ans avec moi. Et ses ancêtres l'ont prévenu, elle a dit, il restera 15 jours, il partira. Et donc quand elle est venue me voir, parce qu'on était sur un camp, et son fils était sur le camp, un autre fils était sur le camp. Et donc elle est venue nous voir, ce n'était pas prévu, et c'est là qu'elle m'a pris de côté, qu'elle m'a raconté toute l'histoire de mes ancêtres depuis le XIIe siècle, toute l'histoire de ma lignée jusqu'à mes parents, avec des détails que personne ne peut connaître autrement. Et à ce moment-là, elle m'a dit, depuis le XIIe siècle, ton ancêtre attendait qu'il y ait un de ses descendants pour pouvoir incorporer, c'est toi qui es choisi, donc maintenant tu vas commencer à faire ça. Je lui ai dit, je vais réfléchir un peu. Elle m'a dit, non, c'est pas réfléchir, on commence demain, et ton ancêtre m'a dit quel costume il voulait te voir porter, elle l'a dessiné, la couturière vient te voir demain matin à 8h. Ça a été très vite. Hein. Ça a été très très vite, parce qu'il y a un rapport au temps, et quand j'ai commencé à incorporer, pour moi, c'était très différent, parce que j'enseigne déjà la spiritualité depuis 20 ans, je suis déjà là-dedans, donc j'ai cette connexion avec l'invisible. Mais cette connexion, elle n'était pas focalisée avec un ancêtre particulier. Donc ça a changé pour moi complètement. J'ai toujours eu l'impression, comme toi, comme d'autres, d'avoir une forte intuition, d'avoir des signes, d'être connecté à mes guides. Mais là, tu es clairement accompagné. Ouais. Mais là, c'est plus qu'un accompagnement. C'est vraiment comme une connexion avec un ancêtre particulier que j'ai appris à connaître, qui n'a pas du tout la même personnalité que moi, et qui, quand il m'incorpore, c'est très différent, parce que d'un seul coup, je n'ai pas du tout la même force, je n'ai pas du tout la même énergie. Mais cet ancêtre, il a aussi sa part d'ombre et sa part de lumière. Comment tu gères ça? Alors, il a aussi sa part d'ombre et sa part de lumière. Sa part de lumière, parce qu'il a effectivement atteint une forme d'éveil au XIIe siècle, donc il me transmet ça. Et sa part d'ombre, parce que d'un seul coup, si à 4h du matin, il a envie d'incorporer à travers moi et que je ne viens pas, il me secoue, quoi. Il a une dureté, il peut se mettre en colère. Dernièrement, j'ai fait une cérémonie, puis j'avais dit que je ferais la cérémonie le soir, puis j'étais
tellement fatigué. Je me dis non, on va faire demain matin. Mais toute la nuit, je recevais des coups. Mais pourquoi tu me fais ça? Tu dis que tu m'appelles, il faut me faire venir. Et donc, le lendemain matin, à 8 heures, c'est bon. Ouais. Je Toi qui avais faisais cette peur de la folie, ça a dû venir te chercher par moments au travers de ta mère. Je sais Ouais, plus, c'est ouais. des conversations qui datent, hein, mais Oui, j'ai oui, de oui. mémoire que ça a dû quand même venir te chercher tout ça. Bah, Parce que c'était peut-être l'une des plus grandes résistances, puisque ma mère ayant passé 15 ans en psychiatrie, pour moi, j'ai toujours appréhendé l'invisible, la médiumnité, avec beaucoup, beaucoup de discernement, quand c'est pas de la méfiance ou quand c'est pas de la peur aussi. Et donc, à chaque fois que et donc, j'ai freiné beaucoup avec ça. Parce que là, tu as été les deux pieds Là, dedans. j'y suis Là, allé t'es les deux deux pieds dedans. pieds. Là, t'as les deux pieds. Et les chamans qui m'accompagnaient à chaque fois me disaient, mais vas-y complètement, tu retiens, ton ancêtre peut pas venir complètement en toi, tu es encore avec ton mental à vouloir juger ou truc, abandonne-toi, abandonne-toi, abandonne-toi. Et il y a un moment donné où je me suis vraiment abandonné, et la première incorporation que j'ai faite en Mongolie, je me souviens, le chaman, qui était un autre chaman, une femme chamane qui m'accompagnait, et quand elle s'approchait trop près de moi, mon ancêtre prenait une pierre, il jetait au visage, en disant, t'es trop près, va-t'en. C'est pas vraiment ma nature à moi, en tant qu'Arnaud, de dire ça. Et mon ancêtre, c'était, voilà, tu as besoin d'un espace, il fait 10 mètres, n'importe qui s'approche, lui jette une pierre. Donc je me retrouvais à jeter des pierres sur les Mongols, et puis quand ils s'approchaient, je les attrapais par le callback. Enfin, c'était pas du tout mon énergie à moi d'Arnaud. C'est pas, je serais incapable de faire ça. Voilà, puis beaucoup de choses que font les ancêtres. L'initiation que j'ai eue, l'une des premières, on s'est retrouvé autour du cercle de feu, et puis il y a l'épreuve du feu. C'est vraiment l'épreuve du feu qui passe par le fait de manger des braises pour vérifier si ce qu'on va dire et si on a la langue pure, la langue blanche, comme on dit. Et quand j'ai vu les chamans manger dans les braises, moi j'avais jamais fait ça, sur le coup je me suis dit, oh, mais non, mais attends, si ça se trouve, je me raconte des histoires, c'est pas des... Et puis quand ils m'ont tendu le tison, j'ai même pas eu le temps de me poser la question, mon ancêtre a croqué dedans comme des cornichons et j'ai passé au suivant. Et moi, pour moi, ça allait plus vite, en fait, j'avais pas le temps de rationaliser. C'est ça. Et aujourd'hui, j'en suis là toujours. Parce que tu as eu des doutes. J'ai eu des doutes, là, mais j'ai eu des doutes et j'en ai encore, si tu veux, toujours je doute, toujours je m'interroge, donc du coup je vérifie, donc du coup je mets J'aime le doute et j'ai besoin du doute. Mais en même temps, ça nous retient le doute. Ça aussi, nous retient. De mettre les deux pieds dans ce monde-là, quelque part. Pour moi, ça permet d'éviter la certitude, ça permet d'éviter donc l'arrogance qui va ailleurs, avec le dogme, la loi, c'est comme ça et pas autrement. Et moi, je suis quelqu'un qui doute, qui m'interroge tout le temps, qui me remet en question en permanence. Donc quand on me dit ça, je ne le prends pas comme argent comptant, mais j'explore et ça me donne beaucoup d'énergie. C'est cette phrase que je dis dans le film, quant à la vérité, suivez ceux qui la cherchent, fuyez ceux qui disent l'avoir trouvée. Parce que quand on la sort du terreau de ses doutes, ça devient un dogme, ça devient une vérité universelle, et là ça devient dangereux. Et en même temps, c'est flatteur d'être reconnu chaman. C'est flatteur, oui, c'est flatteur, et c'est drôle parce que c'est flatteur et très encombrant. C'est-à-dire que moi, je reçois, par exemple, tous les jours des gens qui me disent « Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe dans mes vies passées ?» Et je suis très attentif, justement, à ne pas rentrer là-dedans et à ne pas prendre le pouvoir sur l'autre. C'est un truc je suis hyper attentif à ça parce que ça va tellement vite. Et dès qu'on est chaman, il y a une dimension d'ombre et de lumière qui nous demande à nous beaucoup. Et en général, si on ne respecte pas cette humilité, s'il y a une prise de pouvoir, en général, on le paye cher en tant que chaman. C'est ça dont je veux discuter avec toi, parce que Thierry Johnson l'amène dans le film, on le voit, et d'autres, dont Frédéric Lenoir, Kevin Finel aussi, que j'ai pu interviewer, et d'autres. Mais tu vois, cette part, et il le dit, Thierry Johnson, où il dit... C'est important quand on est dans ce travail de cœur également, d'incorporation encore plus, je pense, d'avoir cette connaissance de soi. C'est ça. Et de faire ce travail par rapport à nos ombres. Et en fait, là, j'ai un doute, tu vois, il faut que tu m'expliques comment ces chamans, justement, qui sont garagistes et qui, du jour au lendemain, incorporent, comment eux gèrent ça? Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance d'eux-mêmes, ils n'ont pas ces reculs par rapport à leur ombre, ils n'ont pas fait le travail que toi, tu as pu faire. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'est là qu'il y a, il y a une différence entre eux et moi pour ça, c'est que eux, il n'y a pas du tout ce travail-là. Donc du coup, quand ils incorporent leur ancêtre, il y a une grande sagesse, il y a une grande douceur, il y a une grande équanimité, il y a un grand respect, l'humilité, ils se laissent complètement aller.
En revanche, souvent, quand ils ont fini d'incorporer, ils peuvent revenir dans le jugement, ils peuvent se mettre à picoler, manger de la viande, boire du coca, enfin des trucs où tu les regarderais, tu te dirais, mais quand même, c'est pour quelqu'un qui a fait, où ils vont être dans le jugement, dans la critique, dans la colère, dans la peur, parce que c'est pas eux qui ont cette sagesse, c'est vraiment leur esprit. Et petit à petit, au fil des années, il y a quelque chose qui fait que, en général, on compte, il y a vraiment des cycles. C'est-à-dire que les premières années, enfin, je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce que chaque année, c'est très très précis. Première année, il y a telle initiation, deuxième, etc. Mais l'autonomie du chaman, elle commence au bout de 10 ans. C'est-à-dire c'est quand on a incorporé pendant 10 ans qu'on peut commencer à se dire, OK, maintenant, j'ai plus besoin d'incorporer de la même façon. Et à 20 ans de pratique, on devient complètement autonome et il n'y a presque plus de distinction entre l'esprit de l'oracle et notre esprit. Tous les deux se sont unis en fait et se sont rencontrés et du coup coopèrent. Mais avant ces 20 ans, c'est le chaman, c'est l'esprit de Longod qui nous incorpore et qui nous enseigne. Et petit à petit, à force de dire, mais souvent, moi quand j'ai fait par exemple, quand j'ai amené des groupes en Mongolie, et puis les gens allaient voir le chaman, donc ils se disaient, wow, je vais enfin rencontrer un chaman un vrai. Ils me disaient souvent ça, je vais rencontrer un chaman un vrai. Et puis je me souviens de cette femme, par exemple, qui disait, ben voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. Et le chaman, en 3 phrases, disait, bon, bah toi, pourquoi j'ai de l'eczéma depuis 5 ans? Il disait, mais toi, c'est parce que tu as un ancêtre qui a pas rendu hommage aux oracles, donc du coup, tu vas aller sur la terre, tu vas récupérer de l'eau dans les 12 lacs sacrés du monde, et puis tu les verseras dans le Nil. Personne suivante. Hein. Et moi, je leur disais, vous n'êtes pas toujours très psychologue, ou très pédagogue. Ou très... Et là, quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit, bon, bah, nous, c'est pas notre truc, mais puisque tu as l'air de connaître, tu vas nous apprendre. Allez, bam, tu l'as dit, vas-y. Et donc, du coup, on a commencé à travailler ensemble, à se dire, parce que pour eux, la psychologie, le truc, c'est pas, ils n'ont pas du tout ce même rapport. Il y a quelque chose de beaucoup plus brut, beaucoup plus vrai. Et si jamais, si je te balance ça comme ça, si tu fais la tête, c'est que tu es susceptible, tu es un truc. Il y a quelque chose de rude dans ça. Et donc on a besoin là aussi de s'acclimater, de faire le lien, parce que nous on est beaucoup plus, on a un mental qui est très complexe. Eux, ils ne sont pas là-dedans du tout au Mongolie. Mais le lien, parce que tu as voyagé, etc., donc il y a vraiment ces points communs entre ces différentes traditions, c'est comme si ça... Enfin, je suppose que ça doit être fascinant de voir qu'il y a quelque chose en commun. Et que... Il y a quelque chose en commun, mais tu vois, dans le quotidien... Et en même temps, ils ont leur expression propre. Ils ont leur expression. Je prends une chose très concrète, la notion d'intimité, c'est chez moi, etc. En Mongolie, ça n'existe pas. C'est-à-dire que moi, quand les chamans mongols viennent chez moi au moulin, je leur dis combien vous voulez de chambres. S'ils sont 7, ils vont me dire une. Pourquoi? Ils vont mettre les 7 matelas, ils vont se coucher comme des sardines, et ils ont cette... Et quand je rentre dans leur chambre, à chaque fois, moi c'est mécanique, je frappe à la porte, il me dit, Arnaud, arrête de frapper à la porte quand tu rentres dans notre chambre, c'est une infraction chez nous. Et pour moi, je ne peux pas rentrer dans une chambre comme ça sans ça. Donc culturellement, il y a une grosse... Donc culturellement, on a des grosses différences de fonctionnement. Quand il y a des consultations, toi, tu peux être là avec le chaman pour raconter, pour dire, bah voilà, j'ai des fuites urinaires, il se passe là. Et puis tu as 6 personnes qui sont là en train d'écouter et qui vont dire, oui, moi je voulais demander aussi parce que j'ai mon père qui ceci. Donc il n'y a pas la notion de l'intimité, c'est privé, c'est... Et là-dessus, on est très différents. Et en même temps, dans la vocation, ce sont que des êtres qui se sont incarnés aujourd'hui dans les années 2000 pour être des gardiens de la Terre. Et donc on se retrouve, et ce qui est incroyable, c'est que dans le... Et vous échangez, ça doit être hyper riche. On échange. Quand les chamans mongols, par exemple, viennent chez moi en Bourgogne, au Moulin de Beaupré, on rentre, il y a le temple dans lequel il y a toutes mes pratiques, tous mes rituels, et généralement ils regardent, ils me disent, mais pourquoi tu as autant de statues de Bouddha? Enlève tout ça, laisse, tu as juste besoin, mets ton armure au centre. Je dis, ouais, mais moi, c'est pas... Et quand les Tibétains arrivent, ils se prosternent devant les statues du Bouddha, puis ils regardent mes armures, ils me disent, qu'est-ce que ça fait là, ça, ici? Alors je leur explique. Et donc, généralement, plus ça va, plus il y a la curiosité de se dire, il y a d'autres façons. Et quand les maîtres tibétains qui sont venus au moulin, par exemple, je leur explique comment j'incorpore. Oui, parce que tu as inclus énormément du tibétain, justement, dans ton film. Oui. Moi, j'ai passé 15 ans avec eux, donc j'ai vraiment un lien de cœur. Et
pour moi, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas c'est pas où. Je suis pas bouddhiste ou chaman, je suis pas bouddhiste ou chaman. Je suis praticien de chamanisme, je suis praticien de bouddhisme, je suis baptisé, je m'intéresse à la médecine des plantes d'Amazonie. Et il n'y a pas d'opposition dans la. Souvent, on insiste là-dessus, c'est important de ne pas mélanger. C'est-à-dire que je peux m'intéresser à la médecine des plantes, par exemple. Je peux m'intéresser au mantra. Je peux m'intéresser à chamaniser mes ancêtres, mais c'est important que je ne fasse pas ensemble. Hein, que si je médite, que si j'incorpore mes ancêtres, parce que c'est comme si tu te mettais sur différentes fréquences vibratoires en même temps, et là, sinon, ça fait du gloubi-boulga, c'est bon pour personne. Mais moi, je peux, dans une même semaine, méditer. Là, en ce moment, je fais des pratiques de méditation sur le transfert de conscience pour préparer le moment de la mort, je me prépare à ça, et donc, du coup, c'est vraiment une pratique tibétaine. Quoi, tu as une annonce à nous faire ? Non, non, pas du tout. J'ai de belles années devant moi, mais comme je viens de recevoir à nouveau l'initiation du POA, qui est l'initiation de transfert de conscience au moment de la mort, donc il y a tout un protocole, des visualisations. Quand je fais ça, je suis vraiment scrupuleusement la pratique du POA qui existe depuis 2500 ans, qui est transmise Parlons depuis... de ça un peu. Pourquoi se préparer pour la mort ? Parce que, en fait, la mort n'est rien. Ce qui nous fait peur, c'est l'image qu'on a de la mort. Et ce qui est difficile au moment du grand passage, la certitude, c'est que de toute façon, on va tous partir. Ça, c'est une certitude. Et on ne pourra pas emmener ni nos titres, ni notre argent, ni nos récompenses. On partira avec rien, juste avec ce à quoi on s'est préparé. Et ce qui peut freiner le moment de la mort, c'est la peur, parce qu'on a peur de l'inconnu, c'est la colère, parce qu'on est en colère de mourir alors que lui reste en vie, c'est l'ignorance, l'illusion de se dire je vais, il n'y a plus rien derrière, où il va se passer les enfers, ou je ne sais pas quoi, c'est l'orgueil, mais je ne mérite pas de mourir. La surprise aussi, La surprise aussi, et donc c'est ce qu'on appelle les 5 poisons, la peur, la colère, la haine, l'attachement aussi, et l'ignorance, qui sont des freins à ce passage. Et donc la conscience au moment de la mort qui rejoint, il y a tout un processus au moment de la mort qui fait que après la dissolution des éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau, etc., il ne reste plus que l'élément espace, et cet élément espace qui intègre notre esprit, qui est comme une conscience, on la localise dans le cœur, et puis on l'amène pour qu'elle puisse s'échapper par le chakra de Brahma. C'est une pratique que font tous les Tibétains depuis 2500 ans, pour permettre à la conscience de s'échapper vers les mondes supérieurs, et donc lumineux, et de pouvoir avoir des incarnations favorables, ou plus de réincarnation du tout. C'est le cas de tous les grands maîtres qui pratiquent comme ça, ou de certains Rinpoche, comme on dit souvent Rinpoche. Rinpoche, ça veut dire très précieux. C'est les maîtres qui, eux, se sont réalisés, n'ont plus besoin de revenir, et décident quand même de revenir pour enseigner. Donc c'est des bodhisattvas, ils viennent transmettre pour aider, et là, à ce moment-là, il y a tout un processus pour canaliser la conscience, pour lui permettre d'évoluer, et c'est un apprentissage qui passe par la méditation, qui passe par notre vie quotidienne, regarder en face. C'est une forme de discipline aussi. C'est une discipline. Je viens de recevoir les enseignements avec Pakya Rinpoche, qui s'est soigné de la gangrène par la visualisation et par la méditation. Donc c'est le pouvoir de l'esprit, mais tu en sais quelque chose avec tous les travaux que tu suis avec Joe Dispenza et d'autres qui font ce travail exceptionnel. Mais ce qui est magnifique, c'est il y a d'un côté le travail sur le cerveau, sur la conscience, mais au-delà de ça, et je serais curieux d'ailleurs d'échanger avec Joe Dispenza là-dessus, c'est quel est le rôle, selon lui, des ancêtres, des guides, à quel moment il va, est-ce que lui travaille avec ça, par exemple? Je serais curieux de savoir ça, parce que tu vois, c'est comme des voies différentes. Il y a les voies des neurosciences qui nous apportent énormément, et puis la voie des ancêtres qui est complètement autre chose. On n'a pas besoin de comprendre beaucoup, on a besoin de s'en remettre à quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, dans cette période de l'aigle et du condor, on a la sagesse des peuples premiers qu'on reçoit. T'imagines que dans cette vie, on peut recevoir les enseignements de maîtres tibétains, de maîtres amérindiens, de maîtres mongols. C'était impensable il y a 50 ans. On était juste avec nos prêtres chrétiens. On n'avait aucun accès à rien d'autre du tout. Et on a en même temps accès aux neurosciences, accès à la physique quantique, accès à toutes les études sur le cerveau. Et on se rend compte, plus ça va,
plus on se rend compte de se dire mais ça ne s'oppose pas. Au contraire, on peut tout expliquer les phénomènes du bouddhisme, du chamanisme, on peut les expliquer à la lumière de la physique quantique. C'est beaucoup plus facile d'expliquer de façon très rationnelle que l'âme transmigre d'une incarnation à une autre que de dire non, il n'y a rien. C'est beaucoup plus facile de dire on a le pouvoir de communiquer à distance que de dire ça. C'est beaucoup plus facile de l'expliquer rationnellement, parce qu'on est dans un moment, c'est plus facile d'expliquer par exemple que l'esprit a un pouvoir sur le corps. Aujourd'hui, on peut... On commence à... Ouais. On commence. Quand je dis c'est plus facile, je parle des 10 dernières années. Mais quand on est un peu à la pointe, c'est que souvent... En tout cas, rien de tel qu'une expérience de vie par rapport à ça pour pouvoir en témoigner, je pense, et avoir un changement de conscience. Parce que sinon, c'est très dur tant qu'on ne l'a pas expérimenté dans le corps. C'est difficile, le corps, quand même, y est pour beaucoup. Bah, bien sûr, bien sûr. Parlons un petit peu de cette terre, justement, qui est vue comme sacrée par les chamans, par de nombreuses traditions, d'ailleurs. Et c'est abordé dans le film et de manière excellente. J'ai adoré cet expert, comment il s'appelle, qui parle de cette forêt. Ernst Jürger, qui est un expert de la forêt en Suisse. Parce que les végétaux sont tous reliés finalement. Tous les végétaux sont sensibles, coopèrent. On sait qu'aujourd'hui, moi j'ai eu cette expérience au moulin, il y avait un arbre qu'on avait qui était mort, il n'y avait plus de feuilles, il était tout sec, tout noir. Et mon jardinier disait, bon, on va le couper, il est mort. Puis je dis, non, on va laisser quand même, je crois qu'il a besoin de compagnie. Ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas donné une feuille. On a planté une douzaine d'arbres autour. Dans 6 mois après, il repartait complètement. Parce que les végétaux ont cette conscience, et on le sait, et d'ailleurs ça a été prouvé, quand on coupe un arbre, les autres arbres vont envoyer des sels minéraux, des oligo-éléments par le système racinaire et par les éthylènes qui passent par les feuilles. Donc les arbres sont solidaires, on a besoin de grands arbres qui poussent les branches pour aller capter la lumière, et on en a besoin d'autres qui ont des racines profondes pour aller capter les sels minéraux, les oligo-éléments. Et ils ont compris, les arbres sont dans l'écologie relationnelle, j'allais dire dans la solidarité, ils ne sont pas dans la compétition. Parce que dans la compétition, obligatoirement, ils sont amenés à mourir. Et ça, le peuple végétal l'a compris, le peuple animal l'a compris, les sangliers, etc. Tous se réservent, s'équilibrent entre les carnivores et les herbivores. Dans la savane, les lions savent qu'il y a un quota, que si jamais... Nous, on ne l'a pas compris. Et nous, on ne l'a pas compris. On veut toujours être les seuls, les premiers et les meilleurs. Et c'est ce qui fait... on s'est autodétruit. On s'est autodétruit. En 40 ans, on a fait plus de dégâts sur la planète sur ces 40 dernières années que depuis l'homme des cavernes. Donc ça, c'est énorme ce qui s'est passé en 40 ans. On sait qu'il y a en 2020 plus de plastique dans les océans qu'il y a de poissons. On a détruit 90% des vers de terre sur les 40 dernières années. Il y a une espèce menacée sur 2. Enfin, c'est énorme ce qui s'est passé. Et malgré ça, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de réelle prise de conscience. On va prendre une décision écologique qui va être un drame spirituel, ou on va prendre... On n'a pas une vue d'ensemble, en fait. On n'a pas une vue d'ensemble, c'est ça. Et les chamans, l'esprit chamanique, il regarde toujours, quand il y a une décision qui est prise, écologique, etc., on regarde toujours si ça honore les 7 générations passées et si ça va honorer les 7 générations à venir. Nous, on n'est tellement pas là-dedans qui fait qu'on on est dans une espèce d'urgence toujours qui est en plus animée. On se demande après quoi on court et pourquoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements qui sont des mouvements citoyens, des mouvements écologiques qui regardent à réinventer une vie plus en lien avec le vivant, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui naturellement. Quoi. On est au mur complètement, on est vraiment au pied du mur. Les analyses les plus optimistes nous disent que c'est vraiment dans les 10 ans que tout se joue. Quoi. Et ça va passer. C'est là qu'on a besoin de cette conscience spirituelle qui n'est pas quelque chose de coupé. C'est qu'à partir du moment où on a le cœur ouvert, qu'on réalise que les forêts sont vivantes, que les végétaux, que les animaux sont vivants, on ne peut plus avoir ce même rapport de se dire on va consommer, bien sûr, mais on va être beaucoup plus mesuré, beaucoup plus respectueux. De même que la maladie, tu vois, par exemple, eux le voient comme une maladie n'est pas individuelle, mais c'est la maladie de toute la communauté. C'est ça. Et ils regardent à ce niveau-là, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment chez les Navarros où il y a cette pratique-là. Quand une personne est malade, elle va voir le chaman, et le chaman la fait dessiner avec du sable coloré pour offrir sa maladie à la terre. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les membres de la communauté
participent à ce rituel, conscients que la maladie de l'un, c'est la maladie du collectif. Un peu comme aujourd'hui, si tu as mal au foie, les poumons ne peuvent pas se réjouir en disant « Ah bah, pour moi ça va », parce qu'obligatoirement, par le sang, par la peau, ça va affecter. Et puis si le foie meurt, de toute façon, le corps entier va mourir. Si une rivière meurt, c'est l'ensemble des océans qui va disparaître. Et ça, c'est une conscience qu'on n'a pas encore, qu'ont les chamans toujours, quand ils rendent hommage à l'eau, aux esprits. Et là, on en revient à la notion des esprits. Les esprits sont en tout, dans les mers, dans les océans, dans les rivières. Et donc, de rendre hommage aux ancêtres, aux esprits, ça nous amène à être plus humbles aussi sur la Terre. Ouais. Et ça, c'est transmis merveilleusement bien dans le film. On le sent, on sent cet appel, cette envie d'aller explorer, cette envie d'être relié. On est déjà relié. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'on est déjà connecté, on est déjà... Et on s'est tellement pas vu comme ça que ça demande une énorme purification, une énorme démarche et vraiment un souhait de chacun. Curieusement, tu vois, finalement, même pas tant que ça. Moi, quand j'emmène des groupes en forêt, au bout de 3 jours, il y a une transformation. Les gens se disent, mais en fait, c'est incroyable. Quand on fait un feu sacré et qu'on se retrouve en cercle, les gens, d'un seul coup, revivent quelque chose qui est dans nos cellules. Ils disent, mais en fait, c'est bon, on est tous frères. Quand il y a eu le confinement, à un moment donné, on a revu des mais chevreuils. après la vie, je trouve, après la vie, tu vois, c'est qu'est-ce qui fait que ça dure dans le temps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait fait le défi, mais c'est qu'est-ce qui fait que ça dure dans le temps, tu vois, parce que on va le faire une semaine après avoir vécu cette expérience en forêt, comme tu dis, on va le faire 15 jours, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a vraiment, tu vois, on passe toute notre société à vraiment quelque chose, c'est comme ça, et on rentre dans un nouveau paradigme, mais il n'y a plus que ça. Moi, j'ai la sensation vraiment qu'on va se voir comme des vieux dinosaures dans pas longtemps, tu vois, et on va regarder notre période de l'histoire et on va se dire, mais c'est dingue qu'on pensait comme ça. Non, c'est quand même pour les aberrant. chamans, il n'y a que 2 voies par rapport à ça. La première, c'est la clarté de l'intention. Quand on a pris conscience de ça, on a vraiment besoin de méditer en se disant, ok, dans ma vie, moi, je vais partir dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, je veux pouvoir me dire ça à la fin de ma vie. Et donc, je suis clair sur mon focus. Le deuxième, c'est la persévérance. Je vais avoir besoin de patience, je vais avoir besoin tous les jours de changer mes gestes, et que ça passe par la méditation, ou par le défi des 100 jours, ou par autre chose. Comme tu disais, un comme engagement. dans la douche, il y a tellement de sortir ses poubelles, il y a tellement d'instants où on peut mettre de la tous les gestes, en fait. Et on va rajouter de la conscience, parce que on est ce collectif qui est en évolution, comme dit Gandhi, on est le changement qu'on veut voir dans le monde, et ça nous demande quotidiennement. Souvent, les gens me disent, oui, mais on n'est pas assez nombreux, il faudrait que... Ça n'existe pas, même au niveau physique. Quand il y a une baignoire, par exemple, et puis tous les jours, tu mets une goutte de colorant bleu, tu vas te dire, mais regarde-moi, c'est 2 gouttes de rien du tout. Et un jour, tu vas regarder la baignoire, tu vas te dire, mais en fait, elle est bleue, la baignoire. J'ai pas vu quand c'est devenu, et ça a été simplement avec des colorants. C'est pas quand il y a eu moitié-moitié de colorant et d'eau. Et pour moi, quand on rajoute cette conscience, quand on rajoute cette ouverture du cœur, peu importe, on est libre du résultat. On n'est pas là à se dire « Ah, j'ai fait ça, mais le voisin, il n'a pas fait, j'arrête. » Non, on continue jour après jour, quotidiennement. C'est pour ça que ça demande un engagement. On s'est bien entendu avec Lilou pour ça, avec toi pour ça, parce que le défi des 100 jours est un engagement quotidien, à se dire « De toute façon, tous les jours, je fais ça, mais je n'ai pas envie aujourd'hui. » Tu n'as pas envie, mais tu fais en n'ayant pas envie. Et c'est pareil pour Mais on s'est laissé embarquer, tu vois, tous ces projets finalement qu'on a chacun respectivement construit ou co-créé. À un moment, il y a un truc plus fort que nous et on a dû le faire. Hein, tu vois, comme là, le film, t'as été pris par ça et il y a quelque chose d'autre qui a créé à travers toi. Ça, c'est un état quand même. C'est un état de grâce. Si on m'avait dit, au moment où j'ai commencé le film, tu sais, le film, ça va te coûter tant, ça va te coûter 4 ans, ça va te demander ça, je me serais dit non, bah, écoute, je ne vais pas le faire. Hein, et c'est Mandela qui dit c'est à la 6e marche qu'on voit la 5e, c'est le courage, c'est de monter l'escalier en ne voyant que la première marche, mais l'intention est claire. Et je t'assure que si on m'avait dit ça... c'est Churchill qui a dit ça. C'est Churchill peut-être. En tous les cas, c'est une belle citation. Mais... Ça se trouve, c'est même pas Churchill. Il y a toujours un truc avec... En tous les cas, c'est une citation très inspirante. Ouais, c'est vraiment à la première marche qu'on peut voir la 2e et c'est à la 8e qu'on voit la 9e. Et quand j'ai acheté... l'inconnu, C'est ça. Quand j'ai acheté le moulin, je me suis dit, si jamais on m'avait dit les travaux, ça coûtera tant, je n'aurais jamais acheté. Quand j'ai commencé même juste le film, l'obtenir, hein. Même pour l'obtenir, on est testé. Et si notre vision est claire, on sait que de toute façon, on va aller vers ça. Et tous les matins, on réoriente, on se dit, de toute façon, je vais comme ça.
à un moment donné, il y a quelque chose de plus grand qui passe à travers nous. On appelle ça la vie, on appelle ça Dieu, on appelle ça l'amour, on appelle ça la source, peu importe, mais ça nous anime et ça nous donne tellement d'énergie, tellement d'énergie pour continuer à œuvrer. Et là, avec les ancêtres, encore plus. Avec les ancêtres, ça. C'est un next level. Oui, parce que ça nous connecte à quelque chose. Moi, tout seul. Les Africains le savent, ça. Hein. Ils ne l'ont pas oublié, eux. Les Africains. Mais ce qui est très étonnant, c'est que dans toutes les traditions, c'est pour ça, moi, je réétudie beaucoup, l'histoire du christianisme aujourd'hui. Parce que si on regarde l'histoire du christianisme depuis l'arrivée, depuis le 2e, 3e siècle, quand ça a commencé vraiment à s'imposer, au départ, ils ont travaillé avec les chamans, avec les druides. Même chez nous, ils travaillent avec les druides, ils travaillent avec les sorcières, et puis ils se sont appuyés sur les rituels. Puis petit à petit, on a commencé à s'appuyer. C'est toute la différence entre, on pourrait dire, la spiritualité et la religion. La religion s'appuie sur l'histoire d'un autre, en se disant, il y a Jésus qui a dit ça, il faut faire comme lui. La spiritualité, on plonge dans le bouillon, on plonge dans notre bouillon à nous. Et donc, on ne peut pas s'appuyer sur l'histoire d'un autre, on peut écouter l'histoire d'un autre. Et quand le christianisme s'est développé, ils ont coupé, notamment en Afrique, les pratiques qu'il y avait avec les ancêtres, en disant, non, vous avez les ancêtres, il y a plus fort que ça, il y a le bon Dieu, il y a Jésus, vous allez voir, c'est encore mieux. Sinon, vous êtes des arriérés. Et les Africains, et les Brésiliens, et les Américains, beaucoup ont perdu et en Asie, beaucoup ont abandonné leur culte des ancêtres. Et nous, je ne vous en parle pas, on a perdu ce culte des ancêtres avec le christianisme. Donc il y a des bonnes choses dans le christianisme qui nous apprend peut-être l'ouverture du cœur, mais la connexion directe avec le divin, elle a besoin d'être restaurée. Et le divin, peu importe ce qu'on met derrière le divin. Encore une fois, je n'oppose pas. On peut tout à fait être médité avec Chenrezig ou le Bouddha ou le Bouddha de médecine ou Marie ou le Christ. Leur demander conseil. C'est pas du tout. Tu vois, aujourd'hui sur la Terre, on peut demander conseil à quelqu'un pour s'occuper de ses enfants. On peut lire les livres de spécialistes. On peut aller voir un spécialiste de ça, un bon copain qui va nous donner un conseil. Dans l'invisible, c'est exactement la même chose. On peut avoir besoin de recevoir de la lumière, l'inspiration du Christ, le soutien de nos ancêtres. C'est oser demander aussi, oser se connecter. Moi, je suis très, très surpris. Le livre « Réveiller le chaman », qui a été, c'est vrai, ça a été un best-seller, mais derrière ça, il y a eu tellement de courriers de gens qui me disaient « Mais en fait, moi, je suis connecté, je reçois des messages, j'ose pas le dire, mais je reçois des messages de l'invisible, je reçois des messages de mes ancêtres, mais j'ose pas le dire. » Et là, on a besoin d'oser complètement notre dimension spirituelle. Ouais. Je pense que ton film il va bien faire le lien. Ça se pourrait Allez bien. le voir, cher co-créateur, Etugen. On le retrouve sur ton site etugen.fr. Ouais, etugen.fr. Et puis ça va. Non, etugen.fr, tout simplement. On le retrouver facilement et un film qui mérite d'être vu et partagé. Merci pour cette belle création, Arnaud. Avec plaisir.